les regards sciences physiques, sciences humaines et sociales et sciences politiques sur la question de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Donc on a une toute petite modification de programme où on va gratter quelques minutes sur la pause parce qu'une de nos intervenantes doit nous quitter un peu plus tôt que prévu. Donc on vous demande votre indulgence pour ces 10 minutes qu'on va lui grappiller. On commence du coup notre après-midi avec Nadine Roudy, donc vous êtes PU sociologue à côté à l'ENSA PVS, suivi ensuite de Marjorie Uzi du CMA qui est volet physique et thermique du bâtiment, avant de clôturer avec Christina Peñasco du coup de la Banque de France et économiste qui travaille sur ces sujets de efficacité énergétique à l'échelle réglementaire, nationale et européenne. Je te laisse la parole, Nadine, du coup, pour une demi-heure. Demi-heure ? Ok, je suis désolé, 20 minutes. Voilà, si tu arrives à comprimer un peu, ça nous permet de gratter un peu plus de temps pour le débat final, en présence de tout le monde. Voilà. Ok, merci, bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas pour cette invitation. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de la question de la sobriété énergétique du point de vue de la sociologie et du point de vue d'un travail que j'ai engagé il y a déjà pas mal d'années. Alors j'ai mis effectivement un peu deux recherches clés que j'ai fait à la fois à l'échelle de l'Union européenne et puis des écoquartiers français qui m'ont permis de réfléchir à la question de la rénovation énergétique un peu différemment à partir d'un terme, d'un néologisme que j'appelle moi la fabrique de la ville sobre et qui signifie tout simplement que à la fois il y a une particularité en France pour prendre en compte cette dimension énergétique dans sa transformation, dans la transformation de la ville, alors à la fois dans des parties de rénovation puis dans des parties de nouvelles constructions. Et c'est aussi ce néologisme, il vient rencontrer la particularité du cas français par rapport au cas européen, à savoir que la question de la durabilité a été bien évidemment traitée en Europe à partir du milieu des années 90 à travers des exemples un peu emblématiques. Et la France est arrivée un petit peu sur la question avec un peu de décalage, particulièrement grâce à une locomotive qui est celle du Grenelle de l'environnement, pour instituer ce que les Européens appelaient des quartiers durables et qui en France sont devenus après, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais des écoquartiers, tout simplement pour effectivement se positionner un peu différemment à travers donc mes travaux et puis ceux de mes collègues, on va dire deux dimensions spécifiques affectées à la ville sobre, c'est-à-dire premièrement un prérequis technique pour cette fabrique de la ville. Alors ce prérequis technique, il est fondé sur une réalité française aussi, c'est la place depuis historiquement bien datée des grands corps techniques de l'État pour toute transformation importante. Mais c'est aussi dans cette fabrique de la ville nouvelle, l'idée que le changement climatique à l'échelle urbaine va donner un rôle spécifique au corps des ingénieurs et surtout particulièrement dans les phases opératoires, on a appelé les COMOP, qui sont un petit peu antérieurs du Grenelle de l'environnement et qui vont donner, à travers deux comités opérationnels spécifiques, qui étaient celui du bâtiment neuf public et privé et le deuxième s'appelait les rénovations des bâtiments existants, une dimension extrêmement opérationnelle et surtout technique dans la pensée, mais aussi dans les solutions qui vont être préconisées. Le premier était piloté par le président du Centre scientifique et technique du bâtiment, et en faisant une sociologie un petit peu des personnes qui sont intervenues, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des ingénieurs, avec une hiérarchie entre les grands corps techniques de l'État et puis les petites écoles d'ingénieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça engage quelque chose de très particulier, c'est que la ville durable en France est très vite rabattue à sa question énergétique. Et de ce fait, la question énergétique devient assez centrale dans l'ensemble des discussions et puis par la suite des décisions. Et va devenir effectivement une priorisation de cet enjeu contre ou à côté de l'enjeu environnemental. La deuxième particularité,
c'est que cette dimension technique affectée à la ville, en termes de solutions, en termes d'opérations, va nécessiter la normalisation des conduites. À savoir que c'est quelque chose qui va être assez adossé, que ce soit la normalisation des conduites de la fabrique de la ville, avec les corps de métier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi la façon d'habiter cette ville avec la mise en place d'incitations à bien habiter. Je l'ai mis sur la slide, hein, et de ce fait, on se rend compte également que l'ère des transitions va être une période intense d'incitation. Mais ces incitations vont associer à la fois des réponses matérielles et des incitations morales qui vont surtout concerner les enjeux de consommation. Et ces enjeux de consommation, on se rend vite compte dans nos travaux qu'ils sont là pour préserver justement la consommation de masse et qu'ils sont là pour réorienter la consommation de sorte que bien vivre en ville consiste avant tout à responsabiliser les populations, mais tout en préservant la capacité que peuvent avoir les ménages, entre autres, à consommer. Donc, on ne porte pas atteinte, bien évidemment, au mode de consommation domestique. Et également, ça répond aux travaux récents de Frézos sur l'idée que la transition, au sens, on va dire, étymologique du terme, elle répond plus à un système d'accumulation, c'est-à-dire un système d'accumulation d'énergie primaire, que de systèmes qui peuvent remplacer, comme il y a un petit peu un narratif institutionnel disant que, par exemple, l'ère des énergies renouvelables va remplacer l'ère du fossile, et on se rend compte que non. En fait, si on est historien, même sociologue, que les choses, effectivement, s'accumulent pour accompagner les ménages à habiter différemment, à consommer différemment. Et bien évidemment, d'avoir une formulation très responsabilisante et morale de la réponse et de la rénovation. Également, on déploie des instruments. Alors ça, c'est un terme effectivement issu des sciences politiques. Ce que je vais aborder, moi, ici, plus particulièrement, ce sera le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui effectivement est très significatif parce que un des corollaires de cette ville sobre dans laquelle se range la question de la rénovation énergétique, c'est que tout est organisé pour soumettre les habitants au système qui sont mis en œuvre pour trouver des solutions et pour faire en sorte que, en tout cas, c'est pas ce qui se passe en réalité quand on est sociologue et qu'on fait effectivement des enquêtes et qu'on regarde des pratiques habitantes. On sait bien qu'il y a des systèmes d'adaptation, de contournement, etc. Mais en tout cas, le narratif est assez intéressant sur ces questions puisque il y a une forme de fabrique de la ville reproductible, adossée au marché, qui va chercher à protéger les solutions, les valoriser et à faire en sorte que on mette en regard un savoir d'expert, un savoir d'usage au sens du bénéfice du premier, en quelque sorte, ce savoir d'expert, pour protéger ces solutions et faire en sorte que des situations d'innovation se succèdent pour avoir une définition de cette ville associée à la sobriété bien évidemment très importante, au sens où moi je suis à la base sociologue urbain et sociologue de la déviance. On voit se superposer ces registres de la norme et de la déviance en permanence, associés à cette normalisation des conduites, pour bien identifier les bons comportements et les mauvais dans cette fameuse de la ville sobre. Donc, moi aujourd'hui, je veux parler de 3 dimensions que l'on retrouve plutôt dans la pensée. C'est un peu un volet idéologique, mais aussi très attaché à l'action publique. C'est effectivement dans la rénovation énergétique des logements, qui est une partie de cette ville sobre, la question de la production des inégalités, c'est quelque chose qui est très fort, puisque effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ce discours expert en vis-à-vis du savoir d'usage habitant, a plutôt tendance à, tout en s'emparant des questions d'inégalité, ne va les résoudre. Et deuxième point, effectivement, la question de la diffusion des normes, que ce soit des normes constructives, thermiques, mais aussi des injonctions vont institutionnaliser en quelque sorte une idée que la consommation d'énergie doit évoluer à l'échelle des logements et véritablement proposer, on va dire, des espèces de recettes pour y arriver. Et enfin, le dernier point que je verrai un peu peut-être plus rapidement, c'est la question de la normalisation des conduites, pour voir effectivement comment elle est en corollaire et comment elle s'imbrique complètement
avec l'idée qu'il y a quand même cette volonté, mais qui n'aboutit pas forcément sur les catégories des populations, au contrôle des pratiques habitantes. C'est quelque chose qui est très appliqué et très efficace sur les populations précaires, sur l'habitat social en général. Et on voit que des choses échappent un petit peu au spectre. Donc la production des inégalités, la consommation d'énergie se situe effectivement au croisement des questions sociales, économiques et écologiques. Et surtout, elle renvoie souvent à des questions de justice environnementale ou de justice énergétique. On travaille ici avec un groupe de collègues du LEAD sur cette question-là. Sauf que ce qui est important également, c'est de bien mettre la question de la sobriété en parallèle d'une réalité, c'est que nous sommes dans une société d'abondance et que l'abondance est quelque chose qui est lié à l'opulence énergétique dont nous sommes en fait matinés dans la mesure où il y a des modèles effectivement culturels qui fonctionnent et qui nous ont complètement fait... on considère comme acquis le fait que l'énergie est disponible, permanente et immédiate dans ce contexte-là. Et de ce fait qu'il y a un peu un rapport de déréalisation, hein, c'est Villalba qui parle de ça, avec les pouvoirs publics qui prennent en charge cette question à la fois des inégalités et de la rénovation et de l'énergie, tout simplement, avec l'idée de préserver cet idéal d'abondance, parce que c'est effectivement un ressort économique très important. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est bien de comprendre qu'il y a une grande inégalité dans le rapport à l'énergie et aussi dans le recours à la rénovation des logements. Donc là, j'ai mis quelques données, je vais peut-être pas les lire, mais en tout cas, l'idée, c'est que plus le niveau de vie des ménages augmente, plus ces ménages détiennent, on va dire, des moyens qui leur permettent de posséder la ville d'une manière extrêmement concrète. Hein, je vais le montrer tout de suite. À savoir que on a une grande partie, les 2 tiers des logements sont détenus par des particuliers. On a effectivement 3,5% des ménages les plus aisés qui détiennent un tiers des logements, sachant que on voit que dans le contexte de cette évolution de la ville pour faire face au climat et donc avec une partie d'interrogation sur l'énergie, la réalité du gain énergétique, elle ne se fait pas sur du logement social, là où on met tout l'influx, mais dans le secteur privé. Ce secteur privé n'est pas forcément atteignable, tout simplement parce qu'il est privé. Et le rôle important des multipropriétaires dans la rénovation, entre autres, des passoires énergétiques est quand même assez fondamental, dans le sens où, effectivement, à Paris, parce que je vais beaucoup illustrer mon propos à partir du Grand Paris et de Paris, il y a entre 50 et 60% des logements sont possédés par les particuliers qui détiennent plus de 5 logements. Donc on voit effectivement qu'il y a une corrélation et une nécessité pour faire évoluer le parc arriver à convaincre les gens les plus aisés de consommer à la fois différemment, mais aussi de rénover en masse. Donc véritablement, toutes ces dimensions renvoient effectivement à la particularité de la métropole du Grand Paris, où effectivement on a 7 millions d'habitants, et on a effectivement une organisation des dépenses énergétiques énormément centrée sur des questions de chauffage, très peu sur des questions encore de climatisation. Mais ce qui fonctionne et qui va en tout cas poser des questions, c'est les déterminants des consommations qui fonctionnent selon les classes sociales, selon les disparités territoriales, la taille des logements également, sachant qu'à Paris, nous avons une très grande particularité. Donc, c'est vrai que c'est petit, mais moi, j'aime bien les couleurs. Et on voit bien que plus on est près du centre urbain, plus on a de l'habitat qui n'est pas individuel, et que la question de l'étalement urbain renvoie également à des questions, et on va le voir dans les cartes suivantes, à des questions à la fois de CSP+, selon l'ouest ou l'est parisien, et des typologies urbaines qui répondent plus ou moins bien à la question de la rénovation. Il est clair que, on montrera ça tout à l'heure, mais le centre de Paris avec du haussmannien pose un certain nombre de questions.
Ces deux cartes sont assez parlantes en elles-mêmes, hein. Vous avez d'un côté la consommation, on va dire les revenus, et de l'autre, vous avez la mesure de la consommation par la pure. Et là, vous avez le revenu médian. En rose étant effectivement les plus hauts revenus, et puis en rouge, les plus grands consommateurs d'énergie. Donc on voit bien que les personnes qui consomment le plus, ce sont les personnes qui ont le plus de revenus. Et de ce fait, ça signifie tout simplement que les catégories socio-professionnelles n'ont pas les mêmes capacités en termes de consommation et de rénovation, et que le parc, on va dire, qui a le plus d'actions de la part de l'État, est le parc public, et que c'est là où les consommations sont les plus importantes. Également, dans cette carte, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où vous avez les parties des revenus, ici, entre autres, où on a des trous, effectivement, où les gens consomment peu, c'est aussi ce qu'on appelle en sociologie des consommations embêchées, c'est-à-dire que des populations qui ne se chauffent pas, et qui vont aller effectivement être dans des situations d'inconfort très fortes du bâti, et de ce fait créer aussi des problèmes, avoir des problèmes de santé, de précarité énergétique, etc. Donc, ce qui est également intéressant lorsqu'on on compare les données, c'est que là, vous avez effectivement le territoire de Grand Paris avec un focus sur Paris. Le DPE a fonctionné comme étant, on va dire, un moyen de répertorier un tant soit plus les zones d'habitat susceptibles d'être rénovées. Et on se rend compte qu'effectivement, ce sont plutôt dans le nord-est parisien, dans les quartiers peut-être les plus populaires, que l'on va avoir le bâti qui va être le plus énergivore et le plus à rénover. Et on voit bien qu'effectivement, plus je ne sais pas si c'est dans la carte suivante, mais les opérations de rénovation de l'habitat et de l'énergie sont plutôt dans la périphérie extérieure de Paris, c'est-à-dire ici, hein, sur les marges, et puis bien évidemment dans les territoires de la métropole les plus éloignés, tout simplement parce que ça correspond au pavillonnaire le plus récent. Donc bien évidemment, le cas de Paris est archétypal, c'est-à-dire qu'il est évocateur d'une représentation des consommations spécifiques, mais ce qui est intéressant dans ces cartes et dans les précédentes, c'est que l'action publique, par effectivement son rôle de vouloir rénover à grande échelle, crée on va dire des modes de comptage homogènes. Or, ce que l'on sait, nous, c'est que là, il y a une très très grande disparité d'un ménage à l'autre. Là, on le voit sur effectivement les consommations et la répartition selon le revenu à Paris. C'est un travail effectivement qui va se faire à petite maille, et donc avec la possibilité effectivement d'avoir des cibles plus précises. Donc, on a une situation d'habiter qui est plurielle et complexe, et on le voit dans la réalité de l'origine du bâti, du centre à la périphérie. On voit bien que dans les parties les plus jaunes et les plus vertes, c'est par exemple l'espace des grands projets, entre autres pilotés par les municipalités de la Noé quand elles sont arrivées au pouvoir, c'est-à-dire Réinventer Paris, avec effectivement des bâtiments les plus récents. Nous nous trouvons effectivement dans le 13e arrondissement, donc on voit bien que c'est aussi des espaces où on trouve un peu plus de vert et un peu plus de jaune. Donc véritablement, ce changement énergivore, il pose une question d'autant plus importante que la législation s'en est emparée, c'est que on va avoir des logements qui vont sortir du marché et être interdits à la location entre 2025 et 2034. Donc, il y a eu un certain nombre de dispositifs, on va dire d'instruments de l'action publique, où on va poser des lois, comme la loi climat-résilience par exemple, qui renforce l'information sur la performance des logements, et avec l'obligation, par exemple, de réaliser des audits qui font que les choses se complexifient autour d'un parc de logements plutôt énergivore, mais qui touche aussi une partie de la population qui est la moins aisée. Donc, cette dimension de la ville sobre, elle est importante, et je vous présente cette note aussi parce que c'est la note de l'Institut Paris Région. Donc, on est là aussi dans
dans un discours qui est produit par l'action publique. C'est une incitation à adosser la question de la rénovation énergétique au marché et surtout à la création d'un marché qui est synonyme de la rénovation du parc francilien. Et on voit sur ces cartes-là, qui sont aussi des cartes de communication, on va mobiliser des données de l'INSEE pour bien montrer la disparité effectivement selon les catégories. Donc sachant que G, c'est le plus problématique, on voit effectivement où se situe grosso modo l'action. Et si on avait pu rassembler l'ensemble de ces cartes, ben c'est un peu partout. Il n'y a pas vraiment d'espace qui échappe. Et de ce fait, on voit véritablement que l'action publique va avoir du mal, à un moment donné, à sortir des logements du marché sous prétexte qu'ils sont énergivores, sachant que il faut quand même loger les gens à l'échelle du Grand Paris et qu'il va falloir trouver des solutions en dehors, je pense, des questions de marché. Donc, ce qui sous-tend en fait tout ce discours de nécessité effectivement de rénovation, c'est la diffusion de normes, alors de normes constructives, tout un discours sur cette idée qui consiste à dire que on va institutionnaliser un certain nombre de dispositifs. Et là, on se rend compte aussi que l'action publique de la ville sobre, qui était à l'échelle urbaine, va changer d'échelle et passer à une dimension résidentielle pour pouvoir agir. Donc j'ai mis dans 3 phases, 3 échelles. Il y a l'échelle européenne, bien évidemment, qui est indispensable pour comprendre l'incitation à produire des normes et comment, effectivement, cette action publique va en faire des instruments de l'action pour pouvoir essayer de changer un certain nombre à la fois la fabrique de la ville, mais aussi inciter les ménages à rentrer dans un système de rénovation. Alors je dis volontairement le mot système, tout simplement parce que c'est quelque chose qui fonctionne entre effectivement les instruments, qui sont les normes, mais également un jeu d'acteurs et qui est de plus en plus diversifié avec l'arrivée des compagnies d'assurance, avec l'arrivée des banques qui vont participer à tout ce maillage. Donc, au cœur de tout ça, il y a la question de la précarité énergétique, qui est aussi un peu une locomotive pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces instruments. Donc, également, ce tableau, je l'ai fait un peu dense pour montrer cette espèce d'avalanche. C'est quelque chose qui se développe on va dire, en 15 ans. Vous avez une avalanche de décisions, de lois, on va dire de normes qui permettent effectivement une mise à l'agenda un peu complexe et qui va utiliser la question de la sobriété énergétique, mais dans une perspective nouvelle pour l'industrie des matériaux, des isolants, des systèmes énergétiques, et qui montre la capacité de transformation, en fait, et d'opportunités de marché extrêmement importantes attachées à cette question de la rénovation. Et véritablement, ce vaste marché va avoir comme débouché les labels. Alors là, pareil, cette densité qui est assez effrayant, d'ailleurs, à la fois pour arriver à s'y retrouver et pour montrer que, effectivement, derrière tout cela, il y a un énorme prérequis qui est donné aux solutions techniques et auquel, effectivement, bouquet de travaux, aide de rénovation, on a véritablement l'émergence d'un marché que l'on considère comme vert. Donc on pourra en rediscuter sur, effectivement, l'arrivée au milieu des années 2010 des notions biosourcées. Mais les notions biosourcées, effectivement, elles ne fonctionnent que s'il y a des avis techniques. Et donc, si ça passe par un certain nombre de fourches codines pour pouvoir ensuite déboucher sur un marché industriel qui va être un moyen de faire en sorte que on diffuse un modèle de ville en termes de rénovation qui soit susceptible d'être duplicable à différentes échelles. Moi, ce qui m'intéresse effectivement en sociologie, c'est effectivement à la fois le rôle des labels ici et le rôle des acteurs, parce qu'effectivement les choses sont extrêmement imbriquées. Dans ces labels, vous voyez effectivement des noms apparaître comme Effinergie, derrière lesquels se cachent effectivement des réseaux d'acteurs, avec pour objectif de fédérer
et de s'accorder en fait ensemble sur la nécessité de produire cette forme urbaine, parce que chacun a un intérêt en termes de marché, mais également un maillage très étroit entre l'action publique avec des agences comme l'ADEME, le CSTB, l'ANA, qui vont, avec effectivement des ingénieurs un peu à la manœuvre, permettre de mettre en place des labels, des modalités de rénovation ou de construction neuve, qui effectivement sont utiles hein, pour trouver une réponse, mais qui en quelque sorte ont tendance à homogénéiser et à ne pas forcément laisser la place à d'autres possibilités. Typiquement, les acteurs locaux, à travers les notions, enfin, le consortium, j'appelle ça un consortium, mais c'est un réseau Effinergie, qui est en train d'expérimenter des normes à l'échelle du patrimoine, va créer des outils pour et auprès des collectivités territoriales, mais il y avoir une espèce de deal avec effectivement l'État, souvent, pour essayer, c'est passé en 2012, un petit peu de faire coïncider les normes de réglementation thermique avec les nécessités locales d'arriver à les mettre en œuvre. Et de ce fait, on voit effectivement des questions de performance qui cherchent à correspondre effectivement aux besoins locaux et aux exigences locales. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de normalisation. Je me dis pour le temps si je la ramasse ou pas. On va travailler sur la normalisation des conduites à la fois des entreprises en les contraignant en quelque sorte à passer par des formations, par des qualifications, par des modalités, des modes de faire pour valider en quelque sorte un langage expert. Et de ce fait, on va avoir de plus en plus d'acteurs qui vont avoir la nécessité de recueillir d'être un petit peu labellisés. Et il y a un phénomène d'une ampleur assez incroyable hein, qui touche à peu près tous les secteurs du marché, avec un verdissement et une labellisation à la fois des produits, des manières de faire, et en quelque sorte, à partir du milieu des années 2010, un nombre assez incroyable d'acteurs qui rentrent dans l'histoire de la rénovation énergétique, avec des chargés de mission municipaux, avec des bailleurs sociaux, effectivement, heureusement, mais des médiateurs énergie, des syndicats mixtes de transport, des propriétaires bailleurs. Et véritablement, on a quelque chose qui va être un mouvement qui conduit en normalisant les pratiques des professionnels, d'arriver à une évolution qui va faire que l'ensemble de ces acteurs vont venir les chevilles ouvrières de la normalisation des conduites des habitants. C'est-à-dire qu'à peu près à chaque moment où vous allez vous engager dans une rénovation énergétique, vous allez trouver un acteur qui va chercher à vous responsabiliser au sens normatif et foucalien du terme, et vous engager dans un parcours qui est celui des labels. Sachant qu'il y a une financiarisation de plus en plus importante par les aides, par les instruments effectivement qui consistent à permettre aux ménages de pouvoir engager de la rénovation. Et si vous ne passez pas par là, vous n'aurez pas d'aide, donc vous n'aurez pas la dimension économique qui vous permettra de rentrer dans le jeu. Et de ce fait, mon dernier point concernant cette normalisation des conduites, pour moi, elle repose sur des dimensions qui sont de l'ordre effectivement c'est-à-dire des manières de faire et des modèles culturels où de grandes caractéristiques vont venir caractériser cette normalisation. Ce que moi j'appelle la fabrique des croyances, tout autant que la fabrique des compétences à économiser. C'est-à-dire que il y a tout un discours nourri, hein, je l'ai dit tout à l'heure, cette espèce de maillage va pousser effectivement l'idée de convaincre les ménages qu'en faisant de la rénovation, ils vont perpétuer leur mode de vie et perpétuer, c'est-à-dire maintenir leur consommation à peu près au même niveau. À savoir que on va arriver à leur dire que ils vont consommer différemment, consommer autrement, mais consommer. De ce fait, on est bien dans un cœur qui est celui des techniques de New Public Management, où il y a une forme de néolibéralisation des ressorts de responsabilisation, où effectivement au cœur de tout cela, il y a la solvabilité des ménages, et dans l'usage de l'énergie, on va mettre au cœur de la discussion non pas des pratiques d'arrêt, mais des pratiques de consommation
et d'activité de consommateurs et de consommatrices. Et le deuxième niveau qui est attaché à cette question de la normalisation, c'est qu'on va en permanence chercher à resituer les individus au cœur d'une économie verte, c'est-à-dire une nouvelle économie. Et dans ce contexte, je prends en règle générale l'exemple du DPE, tout simplement parce que le DPE, pour moi, a une vertu qui est quand même essentielle, c'est de resituer dans le contexte des enjeux climatiques et même des enjeux de risque, des enjeux de possibilité de devoir quitter les zones urbaines, etc., de resituer en quelque sorte les propriétaires dans la valeur verte de leur logement, valeur qui n'avait jamais été identifiée de la sorte. Donc, il s'agit là, pour l'action publique, de construire des compromis avec les ménages. Et effectivement, tout l'ensemble de ces politiques publiques se complètent autour de la question du DPE. Et véritablement, il y a une responsabilisation des individus, je l'ai déjà dit, mais il y a aussi dans cette responsabilité des figures qui apparaissent, comme par exemple la figure du pauvre dépensier, attachée à la question du logement social et de sa rénovation. Et de ce fait, on a véritablement une injonction, un encadrement des pratiques des ménages. Et quand on fait une enquête en sociologie, on se rend compte que si tous les ménages ont complètement acquis le référentiel que l'on va dire de la basse consommation, d'éteindre les lumières, en fait, des espèces de ce que moi j'appelle des croyances, effectivement, qui leur donnent des compétences c'est plutôt effectivement l'action physique de l'intervention sociale. Elle se fait toujours sur les ménages les plus pauvres et les plus proches de la précarité énergétique. Dans ce contexte-là, le DPE, il a classifié avec des petites couleurs, avec des étiquettes. Il faut savoir que c'est avant tout un logiciel qui se met en œuvre. Et on est bien dans le champ de les normativités institutionnelles qui ont elles-mêmes une histoire. Et de ce fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous, ménages, nous sommes profondément acculturés. Et on est acculturés depuis les années 70. Alors, certains dans cette salle n'étaient pas nés, mais véritablement, il y a aussi une transmission par la socialisation aux économies, d'un certain nombre de manières d'être dans le logement, qui fait que l'on valide en permanence des normes et véritablement une rhétorique de la normalisation et de la moralisation est mobilisée au sein du logement pour formaliser et décomposer tout le vocabulaire de l'action publique dans notre quotidien. Et de ce fait, on est dans un continuum quasi permanent de cette idéologie de la consommation ou de la rationalisation de nos consommations. Et véritablement, on oublie une chose, c'est que beaucoup de cette réalité repose avant tout sur des choix individuels et que la dimension collective est pas vraiment posée si ce n'est effectivement dans ce processus d'individualisation du rapport à la consommation. Donc, véritablement, le succès de l'action publique, il est lié à la fois à cette normalisation et à son efficacité et à la capacité qu'ont les individus de faire de leur quotidien des normes. Donc, pour conclure sur mon propos, je voudrais finir sur une dimension de sociologie de l'environnement qui est la dimension transactionnelle qui a été attachée aux questions environnementales. C'est en référence aux travaux d'un de mes collègues qui s'appelle Philippe Amen. Et moi, je soutiens effectivement que la ville contemporaine, pour qu'elle soit viable, doit valoriser l'existence de compromis pratiques en mettant en relation, parfois conflictuelle, la pluralité des acteurs qui concourent à l'existence justement de cette ville rénovée énergétiquement. Et de ce fait, moi, à la fois les enquêtes que j'ai pu mener, il y a une vraie interrogation sur la réalité de cette transaction encore possible dans le cas de la mise en œuvre de l'ensemble de ces normes que je viens d'évoquer, particulièrement celle du DPE, qui est un très bon exemple. Et de ce fait, tout simplement parce que nous sommes mis en face de formes de concurrence de légitimité à l'échelle du quotidien, à l'échelle du logement. Et je vous donne cet exemple-là parce que c'est un exemple que je connais bien, qui est un exemple de rénovation d'un DPE qui a été fait pour une maison qui devait être vendue. Donc on le voit, il était classé en catégorie G, il y a eu des travaux, donc
avec des matériaux qui ne sont pas forcément très soutenables. Et il est passé en catégorie F, mais il demeure avec un petit paradoxe. C'est que la question qui est renvoyée, c'est une dépense supérieure on va dire, dans les dépenses énergétiques, alors que la rénovation a été faite, alors que le ménage en question a joué le jeu, en quelque sorte, de Nétrabeux. Et de ce fait, on est véritablement dans cette concurrence des légitimités, puisqu'effectivement, le ménage en question a eu une discussion avec la personne qui faisait passer le DPE, et qui l'a renvoyé au ministère de l'Environnement en lui disant que ces calculs étaient liés à un logiciel et que ces calculs étaient justes et que c'était comme ça. Donc on voit bien que cette dimension transactionnelle demeure déséquilibrée et véritablement il y a une forme de concurrence des légitimités qui mérite d'être questionnée dans tout ça. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Le temps qu'on switch d'ordi et d'intervenante, est-ce qu'il y a une ou deux petites questions de clarification technique? Vous connaissez l'exercice? Le dernier fois que vous avez montré, ce sont deux cabinets différents qui ont fait les DPE, c'est ça? C'est pas gentil. C'est la chambre ancienne et nouveau, c'est le cabinet de Tourment. Et la maison est située dans le sud de la France, quoi. Elle est dans le sud Rhône-Alpes. Voilà. De toute façon, tous les cabinets qui font des DPE savent que la manière dont vous rentrez les données dans ces logiciels-là vous donne des disparités. C'est connu. C'est pas tellement surprenant que deux cabinets aient trouvé des choses différentes. Malheureusement, c'est inhérent à la structure. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on peut en tirer un récit par ailleurs après. Non, mais ça, c'est un exemple pour illustrer. Effectivement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une vraie enquête, c'est-à-dire prendre 3 maisons en France dans 3 zones climatiques différentes et faire venir une bonne dizaine, voire une vingtaine de diagnostiqueurs. Et ce que je veux dire par là, ce qui m'intéressait moi, c'est la discussion qui a été engagée, en fait, avec la personne, les 2 personnes qui ont fait ces diagnostics, et qui consistait à dire, vous n'êtes pas capable de comprendre de toute façon, et de ce fait, vous pouvez pas discuter ma manière de mesurer ou ma manière de... par exemple, il y a eu un refus de regarder les factures. Voilà. Pourtant, la loi dit le DPE est sur facture. Mais donc, sur facture de rénovation ou d'isolation, mais pas sur facture énergétique. C'est-à-dire que il y avait... effectivement, c'était sans doute très maladroit, mais il y avait toutes les notes de dépenses. Alors, c'est une maison au fioul, il y a tous les warnings qui sont agités. Mais on voit bien que, dans ce que je veux dire par là, cette dimension transactionnelle, elle est quand même hyper importante pour faire comprendre la démarche. Parce que là, entre autres, la rénovation, elle a été faite pour une seule raison, c'est parce que la maison doit être vendue. Ça montre à quel point on peut être démuni. Comme n'importe qui peut être démuni. Moi, j'ai en effet l'expérience aussi et je sais ce que c'est que rénover, je sais faire les calculs. Et je me suis retrouvée démunie face à on m'a fait l'isolation et démunie face à un diagnostiqueur qui me dit « Ah oui, j'ai fait les calculs à Carcassonne et vous seriez C, hein. » Bah ouais, mais je suis à Nantes. Voilà. Donc, en sachant comment ça se calcule, on peut déjà être démuni face à la boîte noire. Oui, est-ce que tu peux bien nous montrer comment... Quelqu'un qui pose cette question. Alors, tellement, c'est comment... Vous expliquer comment on calcule le DPE. Ah. Non, mais c'est une parfaite transition des kilowatts par mètre. Non, mais en fait, moi, c'est pas... là-dessus, je discute pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il y a un ressort technique, voire technologisé, qui vient devenir un espace de médiation entre la compréhension qu'on peut avoir de l'habité en tant que ménage et un acteur qui va vous expliquer, grosso modo, que vous habitez pas bien. Ou... Moi, je suis pas en train de discuter la validité ou pas. Ça, à la limite, comme a dit effectivement un des deux, je crois, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à vous plaindre au ministère de l'Environnement. Donc bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui se passe dans ce grand chantier qui est adossé au marché, lorsque l'on explique aux gens qu'ils doivent faire de la rénovation, tout en leur disant de ne pas chercher à comprendre l'ensemble des éléments structurels qui engagent leur action. C'est ça, en fait. Moi, je suis pas, effectivement, là-dessus, vous êtes beaucoup plus compétent que moi.
Je suis désolé, Jacques, tu la gardes pour la pause, ta question. On passe la parole à Marjorie.